3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk est avec nous, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Pierre-Olivier Beffy également. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan, et Michel Martinez qui nous accompagne également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Qu'est-ce que vous retenez, Michel, de la journée BCE? Qu'est-ce que vous comprenez à ce stade de la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne? Un point que je retiens un peu dans le discours de Christine Lagarde, c'est que elle répète, je crois que c'est pas la première fois qu'elle le dit, que les risques sur la croissance sont plutôt orientés à la baisse aujourd'hui en zone euro. En revanche, quand on lui demande un peu la balance des risques sur l'inflation, c'est pas très clair. Oui, alors je crois que le message principal, c'est qu'il n'y a pas de pré-engagement, de moins de décisions dans les prochaines réunions. Donc la façon de l'interpréter, c'est que le risque de baisser les taux en octobre est plutôt limité. C'est plutôt des baisses de taux qui vont continuer de façon graduelle tous les trimestres, à chaque fois qu'il y aurait des nouvelles prévisions d'inflation. Voilà, à part ça, on n'en sait pas plus. Il n'y a aucune réponse sur, en particulier, ce que doit être le taux neutre. Est-ce que la BCE a en tête quel est le point d'atterrissage, jusqu'à quel niveau on va baisser les taux, 2, 2,5, c'est ce que price le marché, autour de 2, mais bon, elle décide de ne pas répondre à ce type de questions. Ouais. Et sur les risques inflationnistes, bon, on voit bien, elle continue de rappeler que l'une des raisons qui justifie l'approche graduelle, c'est que l'inflation domestique, l'inflation sous-jacente, les prix des services restent élevés, services d'inflation domestique autour de 4%, et que sur les salaires, il y a eu une modération au deuxième trimestre, mais ça peut réaccélérer, et donc il n'y a pas un degré de confiance suffisant pour procéder à des coupes claires dans les taux immédiatement. Voilà. C'est les seuls messages, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations aujourd'hui par rapport aux dernières semaines. Ça, j'allais dire, c'est la position de la BCE, avec effectivement une Banque Centrale Européenne qui refuse d'aller un peu trop loin dans sa vision des choses. Qu'est-ce que vous en dites, vous, chez Société Générale CIB? Est-ce que d'avoir une BCE qui continuerait pour un temps au moins à baisser ses taux de 25 points de base chaque trimestre, est-ce que c'est compatible avec l'état économique de la zone euro aujourd'hui et la vitesse à laquelle baisse l'inflation aujourd'hui, hein, même si je conçois que dans la partie service, ça reste peut-être un sujet? Ou est-ce que vous estimez qu'à un moment, il faudra que la BCE passe à une vitesse supérieure? Non, on est plutôt dans cette optique de baisse graduelle. Nous, on a une idée, mais avec un degré de confiance qui n'est pas extraordinaire sur les taux terminaux. Ouais. Elle doit être autour de 2,5. Là, on est à 3,5, donc il y a encore 4 baisses des taux. Il n'y a pas, aujourd'hui, quand on regarde les fondamentaux de l'économie européenne, il n'y a pas matière à s'alarmer. C'est vrai que c'est pas fort. La croissance va être faible. Mais quand on regarde l'état du marché du travail, quand on regarde en moyenne les marges des entreprises, il n'y a pas de signaux alarmistes aujourd'hui. Donc pour nous, ça plaide pour y aller graduellement. On ne peut pas faire un scénario central sur l'idée quand même que les marges d'entreprise, elles le notent aussi, la BCE commence aussi à se réduire un petit peu, que, je ne sais pas, on voit beaucoup de surcapacité dans un secteur comme l'automobile, par exemple. Alors je sais que les négociations salariales en Allemagne vont commencer, mais elles ne seront peut-être pas de la même nature que les négociations salariales, par exemple, des 2 prochaines années. Tout ça, pour les économistes, c'est quand même des indicateurs avancés qui permettent peut-être de... Déjà, il y a beaucoup de retard dans la négociation salariale par rapport à l'état du secteur industriel. Et puis, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble de l'industrie, ça ne va pas bien. Ça décroît. On va avoir demain la production industrielle pour juillet, mais on sait probablement que les prochains mois vont être plutôt faibles. Mais ce n'est pas le cas de tous les secteurs d'activité, et en particulier dans le secteur d'activité des services. Ça tient encore. Alors, ce n'est pas extraordinaire, mais ça tient encore. Donc, il n'y a pas de... Il y a pas aujourd'hui, même si vous regardez le consensus des économistes, il est plutôt sur des taux de croissance dans la zone euro autour de 1% l'an prochain, ce qui est probablement pas très loin du potentiel de croissance. Donc, il y a une sorte de consensus que c'est moyen, mais pas au point d'y aller très fort dans les baisses des taux.
Et si on veut faire écho au débat sur les taux neutres, on ne sait pas où ils sont. Les marchés price autour de 2 et nous on dit 2,5. Il y a certaines estimations qui montent même jusqu'à 3. On voit bien d'autres qui sont en dessous, Michel. Non, mais qui sont pour en être dessous, fair. à zéro, voilà. Pour être fair. À zéro. Mais donc, on peut aller de 0 à 3, donc on ne sait pas où on est. Mais peut-être qu'il y a pas mal de gouverneurs qui pensent qu'il faut y aller de façon graduelle, parce que si on passe en dessous de ce taux neutre qu'on ne connaît pas, du coup, la politique monétaire ne sera plus restrictive, elle sera même elle supportera l'économie. Ouais. Il y a quelques secteurs d'activité, dont l'immobilier, par exemple, qui ont beaucoup souffert, qui sont vraiment à un point bas maintenant, qui ont cessé de baisser, en tout cas en ce qui concerne les mesures d'activité. Et donc, il pourrait y avoir un rebond, et puis avec ça, un rebond du côté de la consommation. Donc, on voit ici qu'il y a cette interrogation sur jusqu'où on peut aller. Elle est fondamentale dans l'approche graduelle. Si on était convaincu que c'était 0... Oui, on pourrait y aller assez vite. C'est vite. Je suis d'accord. Et si on pense que c'est 2, voire 3, il faut y aller doucement. Comment vous regardez effectivement, Pierre-Olivier, alors la BCE spécifiquement, mais plus généralement un peu ce cycle de baisse de taux, puisque après la BCE, la Fed va quand même entrer en jeu aussi la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça change d'avoir la Banque centrale américaine qui va rentrer dans le jeu? Comment est-ce que la Fed va rentrer dans le jeu d'ailleurs la semaine prochaine? Et qu'est-ce que ça change au cycle global de baisse de taux qui a déjà commencé ici et là pour certaines banques centrales que je ne qualifierais pas de mineurs non plus, la Suisse, le Canada, l'Angleterre, la BCE? Moi, je dirais que la première chose, alors, concernant la Fed, c'est assez bien télégraphié normalement qu'elle va faire 25 points de base la semaine prochaine. Moi, je ne vois pas trop, vu les dernières données qu'on a eues, vu l'état du marché, du crédit, des actions, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui elle accélère vraiment. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a... Ce serait perturbant pour vous que la Fed entre en jeu avec un 50 points de base de baisse? Alors non, je pense que ça serait très bien. Voilà, alors allons-y directement là-dessus. Voilà, personnel. Mais en fait, moi, je pensais même déjà qu'elle aurait dû baisser de 25 points de base en juillet. En juillet, elle est en retard. Voilà. Donc, alors, pour moi, ça, cette question, ça dépend. En fait, je pense qu'on est dans un environnement très réflexif avec les marchés. C'est-à-dire que si les marchés reviennent au top, vers, par exemple, le S&P remonte à 5650, etc., ça veut dire que le marché, il va presser vraiment le soft landing. Enfin, c'est vraiment le scénario de base du marché. Le marché action, oui, est plutôt dans cette idée-là, oui. Voilà. Dans ce cas-là, la Fed, si elle a des marchés actions au plus haut, des spreads de crédit très resserrés, c'est-à-dire qu'elle a des conditions financières qui sont très très bonnes, elle peut se permettre simplement d'y aller de 25 BP en disant, de toute façon, le marché a déjà fait un peu le travail pour moi. Ouais. Voilà. Alors, si d'ici la semaine prochaine, les marchés reprennent une petite... En fait, tout ça peut aller très vite, mais moi, par exemple, j'avais calculé que si les marchés perdaient à peu près 15% par rapport au plus haut, donc ça veut dire un peu plus de 10%, peut-être un peu plus, mais en 12% par rapport à là où au niveau actuel. Voilà. Et bien, en fait, ça équivaudrait, pour garder les mêmes conditions financières stables, il faudrait baisser de 100 BP de plus que ce qu'il y a dans le marché. Donc l'idée, c'est que si on a des marchés qui commencent à être très inquiets, etc., que les conditions financières se dégradent, ça peut pousser la Fed à accélérer. Et puis, à contrario, si les marchés sont au plus haut, que les spreads de crédit sont très contraints, finalement, c'est très très bien pour Mais pour vous, ça vient du marché. La différence entre 25 ou 50 BP, ça vient du marché, des marchés actions, des marchés de crédit, et donc des conditions financières. Tout à fait. Ça ne vient pas de la macro, quoi. Du coup, les marchés réagissent aussi parfois à la macro, on va dire ça comme ça. D'accord. Pas toujours. Mais on l'a vu hier. D'ailleurs, la price action d'hier était très intéressante. Parce que sur la macro, les marchés ont baissé. Et puis après, une fois que le patron d'Nvidia a parlé, ça a tout arraché. Et finalement, la tech a tout emporté, alors que tous les secteurs finissent dans le rouge, sauf la tech hier. Voilà. D'ailleurs, dans petit aparté, il y a toujours des statistiques de baseball qui sortent sur ces genres de journées quand est-ce qu'on les observe. Paradoxalement, disons 9 fois sur 10, c'est plutôt dans des marchés baissiers en fait. Donc ça veut pas dire... les statistiques du baseball, ça monte aujourd'hui et dans une semaine, on sera plus bas. Voilà, on verra si la statistique du baseball marche encore. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, à mon avis, dans un environnement très tactique, je pense que si la Fed baisse que de 25, ça diminue quand même le put de la Fed.
pour les mois qui viennent, notamment en amont des élections US. Je pense qu'en amont des élections US, c'est quand même une période un peu compliquée. Bon, si vous êtes par exemple dans le shale oil aux États-Unis, vous allez peut-être attendre le résultat des élections avant d'investir le billet pour investir. Voilà. Je pense que pour les investisseurs, c'est un peu pareil. Hein. Il y a des scénarios qui sont quand même très différents sur les secteurs entre la tech, l'énergie, etc. Donc, suivant le résultat, on ne va pas investir de la même manière. Bon, est-ce qu'on a envie de jeter une pièce en l'air, même si Kamala Harris du point quand on regarde en moyenne le consensus, c'est-à-dire qu'elle a plutôt fait un bon débat contre Trump. Oui. Enfin, c'est pas parce qu'on a gagné un débat qu'on gagne l'élection, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Donc je pense qu'en amont des élections, c'est ça qui va jouer. Et par exemple, il se peut très bien que la Fed réaccélère si par exemple le marché. Et ça, pour vous, ce serait le pire, en fait. Ça, ce serait pas bon. Vous préférez voir la Fed commencer à 50 plutôt que d'être obligé d'accélérer ensuite ces baisses de taux? Moi, la manière dont je le vois, c'est que je trouve que la Fed, alors Michel le disait très bien, d'abord elle commence de beaucoup plus haut que la Banque Centrale Européenne. Voilà. Après, moi je pense que, bon, il faut être honnête, si on va avoir un impact sur l'économie aujourd'hui, baisser de 25 points de base, ça ne sert à rien. Non, mais quand, on voit bien que ce qui fait ralentir l'économie américaine, c'est par exemple d'abord le secteur immobilier. Bon, le secteur immobilier, il faut baisser de 200 à 300 points de base pour avoir vraiment un impact. Si vous baissez de 25 points de base, je dirais que l'Américain moyen, ça ne va pas lui faire ni chaud ni froid. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'en fait, il y a une histoire d'un peu de non-linéarité et que, vu où la Fed part, elle peut y aller plus agressivement. Après, évidemment, si quelqu'un dans le marché action, il est très content. Plus il se dit que la Fed est agressive, plus il sera content. Intéressant. Bon, il y avait des rumeurs aussi de la BNS, autour de la BNS, hein, on verra. Le franc suisse est au plus haut. Ils ont une réunion le 26 septembre. Alors, ils sont peut-être un peu plus petits, effectivement, et beaucoup plus petits que la Fed, mais on verra si des banques centrales de pays développés passent à la vitesse supérieure. Malik, allons-y, 25-50. Est-ce que 50, c'est forcément négatif marché pour si la Fed délivre ça la semaine prochaine ou est-ce que ça peut être argumenté, quoi? Personnellement, je pense que si c'était 50, ça serait mal interprété par le marché. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement, où il y a des choses dont on n'est pas au courant et que la Fed a des éléments en sa possession qu'on n'a pas. Parce que compte tenu des conditions, comme ça a été expliqué, des conditions financières qui sont vraiment aujourd'hui vraiment bonnes aux États-Unis, il n'y a pas de raison. Le marché de l'emploi se tient plutôt bien, la consommation se tient plutôt bien, le marché financier se tient plutôt bien. La richesse réelle des Américains a augmenté au cours de l'année dernière. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'accélérer, sauf s'il y a une situation qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et parmi les banques centrales, vous en avez oublié une qui pourrait déjouer tout ça, c'est la Banque du Japon. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. J'espère qu'elle ne va pas le faire. C'est la semaine prochaine, la BOJ aussi, je crois. Oui, c'est aussi la semaine prochaine. Ils ont été assez agressifs dans leur communication, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer en action. Parce que le yen s'est beaucoup apprécié au cours des dernières semaines. Et augmenter les taux jeterait un peu de l'huile sur le feu sur la situation actuelle. Ouais, j'entends. Donc on pense que nous, ça serait plutôt pour décembre. Pour revenir aux États-Unis, oui, 25 BP pour le mois prochain. Et puis je pense que le chiffre de la semaine prochaine sera aussi très déterminant, c'est le chiffre de vente au détail qui va sortir pour voir où en est la consommation américaine. Parce qu'on a des inquiétudes sur le consommateur américain, mais pour l'instant, ça n'a été étayé par aucun chiffre réel. Je reprends l'argument de Pierre-Olivier, parce que ça fait des années que j'entends, si la Fed nous surprend, c'est qu'il voit quelque chose qu'on ne voit pas. Bon, je sais pas, vous êtes économiste, vous voyez quand même beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'outils, d'instruments pour voir aussi quand même beaucoup de choses. Est-ce que la Fed, fondamentalement, voit plus de choses? Sans doute qu'elle a peut-être une finesse de données plus importante, mais juste au-delà de ça, un discours qui dirait on a une dose de restrictions monétaires très élevée, l'économie est à un bon niveau, mais on voit quand même que la trajectoire a envie de s'affaiblir, on n'a pas envie de prendre de risques avec ça, donc on est capable de tout de suite éliminer 50 points de base de restrictions monétaires. Et ensuite on verra. Et le marché, il n'est pas capable d'entendre ça. Et de se dire ce serait légitime. Non, c'est pas du tout. C'est que la communication de la Fed a été très claire, notamment de Jérôme Powell, c'est de dire le sujet aujourd'hui, c'est pas l'inflation. Aujourd'hui, c'est le marché du travail. Oui. Si je baisse de 50 BP, c'est que je m'attends à ce que le marché du travail s'effondre dans les semaines à venir. Et qui est un... D'accord. Non, mais j'entends, je comprends tout à fait cette logique. Donc c'est ça la logique. Derrière, on ne voit pas cette logique. Le taux de chômage a baissé à 4,2, les salaires continuent à être bien orientés. On ne voit pas d'où pourrait venir l'accident sur le marché du travail à l'heure actuelle. Ouais. Oui, mais si on veut préserver cet état, peut-être qu'il faut faire... peut-être qu'il faut pas... BP. Pourquoi 50 BP? Qu'est-ce que ça changerait de faire 25 puis 25 Parce que 50 BP, je pense que le marché ne s'y attend pas du tout aujourd'hui. Là où vous avez raison, c'est que la Fed pourrait agir parce que c'est vrai que les taux d'intérêt réels aux États-Unis restent très élevés. Ouais.
Ça peut limiter. C'est un argument. C'est un argument. Mais c'est un argument aussi qui peut se faire progressivement. Pas à pas. D'accord. Pas. Parce que lorsqu'on pense que la Fed va baisser les taux, on s'attend aussi qu'à la suite de la baisse des taux, l'inflation remonte peut-être légèrement, ce qui ferait baisser les taux réels. Mais c'est pas ce à quoi on a assisté depuis le début, depuis qu'il y a eu l'annonce d'un précommittement d'une baisse des taux. Oui. Les taux d'intérêt restent très élevés aux États-Unis, au-dessus de la moyenne qui est autour de 1,70. Donc ça, oui, ça pourrait peser sur l'économie à terme. J'ai une vision un peu différente de Malik, alors comme ça fait un peu de débat. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'en effet, si elle le fait très agressivement, on peut penser que ça le fait pour de mauvaises raisons. Moi, je pense qu'à ce stade, en septembre, on sait à peu près où est l'économie américaine. Je veux dire, on sait que le taux de chômage a monté d'à peu près d'1 point de pourcentage, essentiellement parce que le taux de participation a bougé. Donc, pour l'instant, c'est pas non plus une détérioration du marché du travail très marqué. Voilà, on a vu aujourd'hui les jobless claims c'était encore 230. assez basse. Ouais. Voilà. Moi, je pense que le point quand même, à mon avis, et c'est un des choix que devront faire les banques centrales, c'est si elles baissent plus agressivement. Même dans le cycle qui arrive, elle enverra, et plus vite en fait, c'est dès le début. C'est-à-dire qu'elle enverra un message en disant écoutez, moi j'ai choisi, moi le risque d'inflation, même si j'en ai un peu plus, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Moi ce qui m'intéresse, c'est le marché de l'emploi, la croissance. D'accord. Voilà. Et je trouve que ça, c'est un message très très boule pour le marché. Parce que finalement, le marché, est-ce qu'aujourd'hui, on a peur d'une inflation à 5, 6%, 10%, comme on a connu à un moment? Bon, on n'a pas de choc du Covid devant nous. Les prix des matières. Ce risque-là, il est définitivement, au moins temporairement, mis de côté. Une inflation qui remonte parce qu'on. D'accord, mais pas à 5, 6. Voilà. Et puis en plus, il y a le resserrement budgétaire qui arrive. Sachant que si les économies mondiales ont si bien tenu, c'est parce qu'on avait fait beaucoup de dépenses budgétaires. Il y a du resserrement budgétaire dans le pipe aux États-Unis, là? Un peu. En fait, c'est avec la hausse des charges d'intérêt qui arrivent, soit les déficits budgétaires vont complètement exploser, soit il y aura quand même un tout petit peu de resserrement. Voilà. Alors, ça sera peut-être à la marge, mais en tout cas, on n'est plus dans les. Oui, c'est plus les vannes grandes ouvertes. Contribution positive. Ok, l'impulsion, oui, d'accord. Après, peut-être qu'on se trompe et qu'on va aller à des déficits à 10% aux États-Unis, parce qu'ils sont à 6% à peu près. Donc voilà. Mais donc moi, j'ai cette interprétation-là en me disant que plus la Fed est dovish, plus elle dit écoutez, moi. Finalement, je suis assez content de l'économie, mais je veux quand même prendre aucun risque. Et en fait, je trouve que ça serait assez boule. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il a le consensus pour ça quand même, parce que lui, il n'a pas prononcé le mot graduel dans son discours de Jackson Hole, Jérôme Powell, mais d'autres se sont chargés de le rappeler. Non, et après, si par contre on va les données se détériorer et que là, qui baisse de 50, oui, ça sera mauvais. Mais là, c'est parce que. Mais je pense que les données sont paradoxalement plus importantes que la fonction de réaction de la Fed, qui plus elle est dovish et plus à mon avis. Et le cas où il baisserait de 25 avec, je sais pas, un très mauvais rapport sur l'emploi, par exemple début octobre pour le mois de septembre. Moi, je pense que le marché va. Là, ça stresse quoi. Oui, ça va stresser. Oui, c'est ça. Bon, Michel, sur la Fed et le cycle un peu global de baisse de taux, est-ce que tout ça peut rester un peu synchronisé, coordonné, en parallèle? Ou est-ce qu'il y a un moment, certaines banques centrales devront s'affranchir du rythme qui peut être imposé par d'autres? Je ne sais pas si on peut parler de synchronisation déjà des cycles économiques. Ça me paraît pas vrai. On mentionnait le Japon qui va remonter ses taux. En Asie, c'est quand même aussi des logiques différentes. Et puis en zone euro, quand on compare États-Unis aux zone euro, on n'a pas non plus la même photo budgétaire, la même situation du marché de l'emploi en termes de niveau. Pas du tout les mêmes moteurs de croissance. Donc, moi, je ne ferais pas vraiment de comparaison. Je dirais, pour moi, si on compare les banques centrales européennes et américaines, pour moi, il y a un point commun, c'est que... le point commun, c'est... On pense que l'inflation va être plus proche de la cible. Donc, on ne craint pas, effectivement, des taux de forte inflation, mais on a peu de crainte que l'inflation, de retomber dans des craintes d'inflation très faibles. Ouais. Et deuxième point, qui est lié à ça aussi, on ne sait pas du tout quel est le taux neutre. Nulle part. Là, il y a en tout cas, quand vous regardez les estimations, ça allait partout. Alors, si le taux neutre en zone euro, c'est 2,5, je ne sais pas où est-ce qu'il est aux États-Unis, il est peut-être à 3,5 ou 4. Donc c'est peut-être aussi à 5,5. Non, mais voilà. Mais voilà, effectivement, si la Fed baisse de 25 points de base, c'est tôt, le marché immobilier ne va pas rebondir fortement, mais si elle baisse de 100 points de base, c'est une autre question, je pense. Et 100 points de base, tant que l'économie tient, on peut le faire de façon graduelle, 25 points de base tous les trimestres. Voilà. Je crois que si l'objectif, c'est de neutraliser la politique monétaire, vous dites qu'il n'y a pas
n'y a pas besoin d'y aller si vite que ça. Mais quoi. tant que l'économie résiste. Tant que l'économie résiste, et pour l'instant, quand on regarde la macro, en tout cas du côté de l'activité, aux États-Unis, ça résiste. Alors, ça ralentit, mais ça résiste. Il y a pas de... Là, on parlait du marché du travail, des jobs de classe, mais quand vous regardez les licenciements, il n'y en a pas aux États-Unis. Non. C'est quand même, en général, c'est plutôt les signaux avancés. Est-ce qu'il y aurait des raisons que les entreprises se mettent à licencier dans un avenir proche ? En même temps, vous voyez, alors il y a peut-être la hausse des charges d'intérêt qui un jour va jouer, mais le fait qu'il y a une décélération de l'inflation, décélération aussi de la croissance salariale, et puis même création d'emplois, ça aide, ça va aider les entreprises à préserver des marges. Des marges qui restent élevées. Stratosphérique, voilà. nous dit l'économiste. D'accord. Donc, oui. Historiquement. Oui. Donc, encore, voilà. Si on revient en fait au risque macroéconomique là, qui pousserait les banques centrales à être très logiques, le risque de récession forte. S'il n'y a pas de crise immobilière, s'il n'y a pas de crise financière, si c'est juste la fin d'un cycle, la belle mort en général, c'est parce que les entreprises ont leurs marges qui baissent. Je licencie pour protéger mes marges. Et je limite mon capex, je fais ça. Aujourd'hui, États-Unis comme Europe, bon, je suis désolé, mais il n'y a pas de signaux qu'on est dans cette zone-là. Ouais. Donc... ça ne veut pas dire que la croissance va être forte, mais ça veut dire que c'est le risque de coupe claire. Aujourd'hui, il me semble... On n'a pas la surchauffe ou les déséquilibres d'une fin de cycle habituelle. Non, on ne voit pas, voit pas ça aujourd'hui. Ouais. Vas-y, finis. Non, mais c'est... Alors, il y a encore quelques semaines, on parlait de risque de récession forte, avec l'aile de Sam. Avant, c'était la courbe des taux inversée, mais ça ne veut rien dire. Il faut avoir une lecture plus fondamentale de l'économie. Et je reviens toujours, c'est quelle est la santé des agents privés. Alors, si on met de côté le secteur public, on suppose qu'il n'y a pas de changement notable. Mais c'est quelle est la santé du secteur privé. États-Unis comme Europe, les entreprises en moyenne vont bien. Aux États-Unis en moyenne, elles vont très bien, en moyenne. Du côté des ménages, en Europe, ça va très très bien, si on regarde la situation financière. Ouais. Et aux États-Unis, un peu moins bien. Le taux d'épargne a beaucoup baissé. Donc, il y a un moment, la consolidation devrait ralentir. Mais on ne le voit pas encore. Ouais. Oui, parce que le patrimoine des Américains aussi a bien augmenté au cours des dernières années. Non, mais la question essentielle, c'est quel cycle de baisse des taux, pour quelles raisons ? Parce que là, on rentre dans un cycle où on aura une baisse des taux aux États-Unis alors qu'on est en expansion. Une expansion économique. Oui. Donc, on se pose la question de savoir quelles répercussions ça aura sur le marché des actions. Très clair. Parce que le mouvement des taux qu'on a subi, là, il est pour moi déjà fait. Sur les marchés obligataires ont déjà on a intégré... un marché obligataire, comme vous disiez tout à l'heure, qui, lui, depuis le début du mois de juillet-août, a pour scénario un ralentissement marqué, voire une récession. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas du marché action. C'est vrai. Et d'ailleurs, le marché du crédit non plus ne voit pas une récession. Quand vous voyez les spreads de crédit, ils ont un peu bougé, mais dans la correction, ils n'ont rien fait. Il y a un appétit encore pour le crédit qui reste très important, même sur le high yield, qui reste la meilleure classe d'actifs. Donc, la baisse des taux, est-ce que c'est parce qu'on normalise la politique monétaire, parce que l'inflation ne nous inquiète plus, et on a une politique qui reste quand même restrictive avec des taux réels, élevés, c'est pour ça qu'on veut les faire baisser, ou alors on a une politique monétaire qui se met en place parce qu'on craint un effet récessif. Et là, ce n'est pas le scénario qu'on voit. Nous, c'est le premier scénario, c'est un ralentissement. Donc, il y a un ralentissement qui se met en place. Mais pour autant, les bénéfices d'entreprise ne sont pas impactés de manière radicale par ce ralentissement. Et ce qui était mentionné est vrai, c'est que les marges des entreprises aux États-Unis ont continué à progresser. Ce n'est plus le cas en Europe, elles stagnent, voire légèrement en baisse. Mais pourquoi ? Parce que les entreprises bénéficient toujours du différentiel positif entre l'inflation et le PPI. Il a baissé. Les prix à la production. Pardon. Oui, non, mais si. Les prix à la production, donc l'inflation et les prix à la production, ce différentiel reste positif. Donc elle garde, malgré tout, un pricing power qui reste. C'est aussi qu'il y a de la productivité, enfin de ce que je comprends. Bien sûr, quand même, vu le niveau de progression des salaires, s'il n'y avait pas eu cette productivité, peut-être que les marges des entreprises américaines ne seraient pas aussi stratosphériques. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est le deuxième élément aussi qui concourt à cela. Donc, quelle est la situation pour la fin de l'année ? Nous, on considère que le marché américain reste bien orienté. La dynamique n'est pas pour l'instant arrêtée.
Il y a un effet saisonnier qui joue de plein fouet en ce moment. Donc c'est la mauvaise saison, quoi. C'est septembre, quoi. C'est l'effet septembre. Psychologiquement, ça influe sur les gens. Quand vous voyez la séance d'hier, honnêtement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Hein. Ah oui, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Donc c'est vraiment psychologique. D'accord. Il y a Goldman Sachs qui dit que Nvidia c'est un strong buy sur les déclarations du PDG et tout est retourné. Donc ça, c'est la petite vie quotidienne du marché, vous dites. Mais dans les grands changements de tendance de marché, si on prend l'épisode estival également, vous dites il n'y a rien fondamentalement qui a changé. Ce qui est important aussi, c'est la profondeur du marché américain. Aujourd'hui, ce n'est pas les valeurs technologiques qui ont porté le marché depuis 2 mois, c'est les valeurs défensives. Oui. Donc il y a eu une propagation aux autres secteurs. Et quand vous voyez la contribution aux bénéfices à venir des entreprises américaines, ce sont ces secteurs-là qui vont contribuer, qui vont progresser. Donc c'est légitime de voir cette partie-là du marché revenir sur le devant de la scène. C'est pas un signal négatif, parce que moi quand je vois des défensifs de la santé, des telcos, des utilities qui reviennent sur le devant de la scène, je me dis ou les investisseurs savent plus quoi faire après Nvidia, ou le marché action lui-même se prépare à traverser une phase macro un peu compliquée. Non, je trouve que c'est ça. Il y a l'effet taux qui a joué, mais il y a aussi les progressions de bénéfices. Il y a 2 secteurs qui sont en peine. Il y a une dynamique bénéficiaire derrière ces secteurs qui justifie qu'ils reviennent sur le devant de la scène. 2 secteurs qui resteront en peine, c'est les ressources, l'énergie et les matières premières. Mais pour le reste, il y a une dynamique positive, c'est-à-dire que ces secteurs défensifs, en termes de progression de bénéfices, vont rattraper le retard qu'ils avaient accumulé par rapport aux valeurs technologiques. Et ça, c'est une tendance. Oui, de fond. Il y a une classe d'actifs dont on n'a pas parlé, c'est les matières premières et le pétrole notamment. Je veux bien qu'on en dise un mot, je ne sais pas en tant qu'économiste comment vous regardez ça, Michel, mais déjà, la corrélation entre les taux longs et le pétrole, ça marche encore pas trop mal, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu des taux longs baisser là, tout au long de l'été, le pétrole aussi a beaucoup baissé, par exemple. C'est quoi l'histoire du pétrole par rapport aux autres marchés ? Alors, moi, je vais vous dire la vision de vos équipes, bien sûr, qui suivent. Et puis, on suit, en tant qu'économiste, on suit de ça près parce que c'est une variable importante dans nos prévisions d'inflation. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait que l'offre est constamment réévaluée à la hausse, et en particulier, c'est l'histoire de la production non OPEP. Le gaz de schiste, le pétrole de schiste, il y a des productions qui continuent de monter, et visiblement en plus avec un break-even, donc un prix, un point d'équilibre qui continue de baisser aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Donc il y a une offre qui est toujours révisée à la hausse, au point même que visiblement on craint que l'OPEP... l'OPEP a dit qu'elle allait arrêter avec les quotas, les baisses, baisses de production, et même peut-être qu'un jour elle dira je suis le seul perdant de l'affaire, donc allons-y. Et puis alors du côté de la demande aussi, ce qu'observent nos analystes, c'est que leur modèle prévoit finalement. On a des modèles qui sont région par région, pays par pays, qui sont bâtis sur le PIB, et même d'autres indicateurs plus fins que le PIB. Et ces modèles sont toujours en décalage, en fait. Autrement dit, la demande est toujours plus faible que ce qui est prévu. D'accord. Même si on est bon sur les chiffres de croissance anticipés, à un trimestre, 2 trimestres. La demande pour le pétrole surprend toujours à la baisse. Toujours à la baisse. Et là... ils ont commis des travaux récemment qui expliquent en fait que en particulier la demande d'essence, diesel est toujours plus faible que ce que les modèles donnaient. Et là, on voit le développement des véhicules électriques, des hybrides, pour les modèles thermiques, le fait que finalement les nouveaux modèles thermiques consomment moins. D'accord. Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui dans les ventes de voitures, la part de marché du véhicule électrique en Chine, c'est plus de 50%. Donc vous voyez bien qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a une part conséquente qui commence à être significative. J'entends. De la consommation habituelle d'essence. Et qui vient perturber même les équilibres d'un marché comme le pétrole. Donc c'est ce que nos analystes matières premières... Alors ils disent que ça va continuer. Voilà, oui. Parce qu'on s'inquiète de la demande pour l'électrique dans une certaine partie du monde aujourd'hui, quand même. Peut-être pas en Chine, mais... Oui, mais pas en Chine. Pas en Chine. Et puis, mais il n'y a pas que l'électrique. Il y a tout. Il y a aussi les nouveaux modèles qui Oui,
les nouveaux modes de consommation électrifiés, etc., qui prennent de plus en plus de place. Il n'y a pas que les voitures. Mais c'est bon, macro. Il y a aussi tous les transports en commun, oui, les bus. toute la mobilité en général. général. Les bus, ils sont, sont complètement électrifiés de plus en plus partout. Ou l'hydrogène, le gaz, etc. Et là, ils nous disent ça se voit vraiment dans les chiffres de demande. Mais ça veut dire que le pétrole est un peu moins qu'avant un baromètre macroéconomique au sens où on l'entendait, Michel ? Oui. Ouais, d'accord, ok. Oui, alors donc ça nous amène à réviser constamment à la baisse nos prévisions de prix du pétrole, et donc nos anticipations d'inflation totale. Oui, voilà. On est d'accord. Ouais. Non, mais je disais qu'il y a quand même toujours un lien entre le pétrole et les taux longs. Enfin, ça fonctionne encore un peu. Oui, je ne sais pas, de voir ces marchés de matières premières Enfin, je sais pas, il y a eu des séances à -4, -5 là, sur les cours du pétrole. Quand ça secoue sur ces marchés, ça secoue toujours un peu fort, mais je ne sais pas s'il y a une lecture particulière de votre côté, Pierre-Olivier. Moi, de toute façon, à part nous, la Chine, je ne sais pas, on n'a pas parlé de la Chine, mais j'ai l'impression que la Chine pose quand même toujours beaucoup de problèmes au marché, aux investisseurs, quand même. Je pense qu'il y a quand même un peu de réaction. Après, c'est vrai que ce que dit Michel, c'est que, d'abord, tout le monde est bearish sur le pétrole aujourd'hui. Quand on voit les positionnements, il y a plus grand monde qui est très, très bullish sur le pétrole. Je pense que ça a un peu réagi quand même on l'a vu, par exemple, quand le marché a eu peur. Je ne sais pas si c'est par exemple peur de récession, mais en tout cas peur que le soft landing soit plus soft que prévu. Voilà, il s'est dit, moins soft. Pétrole. Moins soft. Oui, c'est ça, plus hard, quoi. Oui, d'accord. Je ne sais pas comment dire. C'est mon anglais qui est défaillant. Non. Mais voilà. Après, on voit aussi le cuivre a quand même pas mal corrigé. En fait, il y a l'or qui surperforme beaucoup. Oui, record encore au moment où on se parle. Oui. Mais ça, c'est un peu normal parce que moi, je pense que l'or, c'est toujours un actif quand s'il y a vraiment un problème à un moment, c'est pas ça qui nous protégera. Mais en amont, il a tendance à bien anticiper les thématiques. Et je pense qu'il est en train d'anticiper qu'en nominal, ça a l'air fantastique. En réel, c'est peut-être moins bien. À un moment, il va falloir tout monétiser. Enfin, bref, avec les déficits, etc. Donc, je pense que plus la thématique des banques centrales, la géopolitique, etc. Mais enfin bon, si on revient sur le pétrole, moi, je pense que c'est intéressant parce que toutes les matières premières, à mon avis, elles price. En fait, je pense que le marché est un peu au milieu du guet. C'est-à-dire que si les matières premières, moi, je pense que le pétrole, s'il y a vraiment une récession, on ira à $40. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour qu'on y aille. S'il n'y en a pas, on peut imaginer aussi qu'on remonte 85. 90. Bon, comme les gens, en effet, ont tendance à bien réviser à la baisse chaque fois le haut du range, donc on montera moins haut. Ouais. Le cuivre, c'est un peu pareil. Si on va en récession, sur le futur, on ira là, aujourd'hui, on est plutôt vers 400, on peut aller à 350, mais en fait, on peut très bien remonter à 500. Voilà. C'est pas tranché, vous dites là. Ah non, mais les taux, je trouve aussi, c'est pareil. Le message des taux, si on va vraiment en récession, on peut imaginer que la Fed... 3,60 sur 10 ans américains, c'est pas cher. Si on est en récession demain, 5 sur 10 ans. Mais enfin, s'il n'y a pas de récession, que l'inflation repart un peu, on peut repartir à 4,2, 4,5. Voilà, donc moi je trouve que le marché, il est au milieu du guet, il ne sait pas trop encore où aller. Et je pense qu'en effet, après les élections américaines, après avoir vu un peu plus de données, si par exemple on est conforté dans le fait qu'il n'y a pas de récession, les marchés repartiront très bien à la hausse. Comment ça se traduit concrètement dans le positionnement d'une stratégie que vous pouvez gérer aujourd'hui, Pierre-Olivier, là ? Nous, alors, moi, ce marché un peu entre deux. Je raisonne un peu en probabilité parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Malgré tout, on commente quand même beaucoup de choses, beaucoup de données qui sont là aujourd'hui, mais c'est pas forcément celles de demain. Voilà. Donc après, il faut avoir un peu des scénarios en probabilité. Moi, je pense que le scénario quand même d'une récession, pas forcément très marqué, mais en tout cas où on a un ralentissement beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Je pense que c'est autour d'aujourd'hui. Moi, je l'estime au cours de 30-35%. Voilà. Le scénario où, sur quoi ? Sur un horizon de 3, 6, 9 mois ? Sur 6 à 12 mois. 6 à 12 mois, d'accord. Je dirais même plutôt 6 mois. Si je le mettais, d'accord, c'est plutôt 6 mois. Et puis, après, un scénario de soft landing immaculé, je pense qu'aussi, c'est à peu près 30-35%. Et puis, un peu un scénario intermédiaire où, en fait, le marché, en fait, là, comme l'a bien dit Malik, pour des raisons de psychologie, je pense de saisonnalité. Enfin bon, il y a des raisons parfois pour lesquelles il y a des saisonnalités. S'inquiète un peu à court terme, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas si méchant. Et donc, on a un bon rallye de fin d'année. On finit à 6000 sur les S&P, comme certains voient. Et donc, du coup, nous, notre positionnement, c'est comme on a 2 tiers à court terme de notre probabilité, qui est plutôt sur une probabilité que ça se passe pas forcément très bien. On peut avoir des peurs. Ouais. On a tendance à être très, très prudent aujourd'hui. Voilà, jusqu'à mi-octobre. Et puis, mi-octobre, on réfléchit. On verra où on en est. Voilà. Oui. Si le marché a baissé de 15%, très clair.
Non, mais intéressant de comprendre comment on construit effectivement un horizon tactique de ce point de vue-là. On verra aussi. On se reverra en octobre, oui. Exactement. Malik, c'est quoi l'idée pour vous là sur une gestion diversifiée chez CPR Asset Aujourd'hui, Management sur la gestion diversifiée, c'est vraiment le retour du 60-40. Hein. On l'a vu cet été, ça a bien marché. Ça a très bien marché, ça va continuer à bien marcher. Hein. Donc s'exposer aux actions, mais avoir une sensibilité assez longue sur les portefeuilles, notamment sur les taux d'État, et garder aussi du carry sur le crédit. Sur la partie action, c'est vraiment majoritairement USA. Parce que la dynamique bénéfice, encore une fois, elle plaide pour les États-Unis. Hein. Et puis Et plutôt dans la partie du marché US hors cette magnifique. Non, pas forcément. Stratégie barbell, c'est-à-dire que vous investissez sur la technologie et les défensives en même temps, parce que comme je disais, la progression des bénéfices à venir va... Pas besoin de lâcher les techs pour aller aussi. Non, on n'a pas besoin de lâcher les techs dans certains domaines particuliers, comme l'intelligence artificielle, par exemple. Je pense que c'est une thématique qui va continuer à intéresser les investisseurs quand on voit les chiffres de TSMC, etc. Donc il y a une demande qui est là. Hein. Je pense que les chiffres de Nvidia à l'époque ont été mal interprétés, en tout cas sur la demande du marché. Mais Jensen Huang, il a dit, vous savez, on fait ce qu'on peut. On peut faire que ce qu'on peut. Hein. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Et donc, la value de l'Europe, ça vous intéresse pas tellement c'est pas que ça ne m'intéresse pas du tout, c'est qu'en Europe, il y a un ralentissement quand même en tout cas, il y a une économie qui a été indiquée qui croît autour de 0,5, 0,6, 0,8, voilà. Il y a Oui, non, mais je comprends, c'est pas enthousiasmant, oui. C'est pas enthousiasmant, et même la croissance des bénéfices a commencé à être... C'est révisé un peu à la baisse, C'est révisé à la baisse en Europe, hein. Quand vous voyez les courbes aux États-Unis, ça remonte. En Europe, ça stagne, voire ça baissote un peu. Qu'est-ce qui pourrait revenir dynamiser l'économie européenne, sachant que les situations sont différentes? On a une Allemagne qui aujourd'hui est en très mauvaise pose, les pays du Sud qui s'en sortent mieux, et une France au milieu. Moi, j'ai la réponse. Mario Draghi. Non, mais quelques minutes quand même, Michel. Donc, il y a eu 26 juillet 2012, 3 mots pour sauver l'euro. Ouais. Et puis, donc, cette semaine, le 9 septembre 2024, 400 pages pour relever l'Europe. Ouais. Alors, c'est la legacy de Mario Draghi. Oui, une personne très, très intelligente qui produit un rapport très intéressant. Je crois qu'il y a 2 messages clés. Déjà, il y a un constat, c'est que l'Europe est à risque. Elle croît faiblement, est quasiment fait face à un risque quasi existentiel de perdre sa place. Sortir de l'histoire, comme on dit. Ouais, sortir de l'histoire par rapport aux grandes zones États-Unis et Chine. Alors, on pense aux technologies, mais les gains de productivité, pouvoir d'achat, c'est tout lié. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il en tire 2 conclusions. Une première conclusion qui va un peu à l'encontre... Alors, 2 conclusions qui vont un peu à l'encontre de la vision de l'Europe qu'on s'est bâtie depuis la grande crise financière. Première vision, c'est on ne dépense pas assez. Et avec beaucoup plus d'argent public. Là, il chiffre ça à 5 points de PIB, qui est quand même certains ordres de grandeur. Et deuxième vision, on ne prend pas assez de risques. Et quand on regarde tout ce qu'on a fait depuis la grande crise financière sur tous les marchés, on a régulé partout, dans le secteur financier, prendre moins de risques. Et lui, il dit non, il faut tourner la page, il faut prendre plus de risques. Donc, moi, je partage ce point de vue. Hein, il n'y a pas le constat. Après, la question, c'est quelle est la capacité d'implémenter tout ça. On a déjà eu le non allemand immédiatement sur l'aspect finances publiques. Là, je crois que sur l'aspect finances publiques, ça paraît compliqué de dégager des ressources nouvelles. Donc là, ça paraît quand même très mal barré. Sur l'aspect prendre plus de risques, a priori, c'est moins coûteux pour le contribuable sur le papier. Et donc, prendre plus de risques, ça veut dire changer la régulation. C'est possible. Et on verra s'il y a des majorités au Parlement européen et auprès des chefs d'État pour aller dans ce sens. Mais ça me paraît plus facile à implémenter. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs chantiers, comme l'union bancaire et le marché des capitaux, où on en parle depuis 10 ans et il n'y a rien qui a été fait. Donc... Même si je me souviens le constat, l'Europe ne prend pas
assez de risques. C'est nouveau. On retrouve partout. C'est nouveau. On trouve sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, les technologies de la santé, dans le secteur financier, ça revient partout. Dans le rapport de Draghi, vous regardez mon risque, il est présent une fois ou deux dans chaque page. Ouais. C'est un U-turn qu'il faut faire de ce point de vue-là. C'est vraiment, et c'est un logiciel, un mindset, comme disent les Américains, mais il y a les 800 milliards, effectivement, ça c'est une manière aussi de mettre l'Europe face à ses enjeux et les moyens financiers qu'il faut développer. Mais il y a des choses à faire sans avoir besoin de 800 milliards de budget additionnel par an. Quoi. A priori, c'est non coûteux pour le contribuable européen. Ça. Mais je trouve que en termes de logiciel, je trouve que c'est une idée clé intéressante. Après, je ne retiens pas trop mon souffle quand même pour savoir être implémenté rapidement. Comme me l'a dit une économiste allemande cette semaine, que je cite, Evelyn Hermann chez Bank of America, sur le ton de la plaisanterie bien sûr, le Nine allemand est arrivé plus vite que le temps qu'il fallait pour lire les 400 pages du rapport de Mario Draghi. Voilà. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, Pierre-Olivier Béfi, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan, et Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management.